Et bien après le retour de l'armée, alors en fait, il y avait un truc c'est que avant que je parte faire l'armée, on avait eu un stage d'équipe de France avec Yvon Vaucher à Vars. Et donc, bon, bien sûr, on avait le vélo dans le coffre de la voiture, même si on faisait plus de ski que de vélo. Et puis, j'ai eu une discussion avec Sébastien Aubert, qui lui avait le recommande de vitesse en surf. En surf sur la piste de Caen à Vars avec 190 km/h, 170 km/h, je ne sais plus combien il avait fait, je ne me rappelle plus. Ça, c'est Et les puis, années Peugeot? Ça, c'était. En fait, j'avais fini Scrambler là. C'était 92, j'étais parti à l'armée. Scrambler avait arrêté, c'était terminé. Moi, je suis parti. Vincent n'a pas voulu continuer tout seul. Et voilà, ça. Bon, voilà, il y avait eu d'autres petits trucs. Et ça il s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, j'avais plus de vélo vraiment directement. Après l'année 92, 93, ça a été un peu, enfin, surtout 93, ça a été un petit peu freeride, quoi, hein, parce que j'avais un truc avec une marque suisse là pour des vélos avec Ghost. Avec Ghost, j'avais roulé un peu avec du bike, j'avais voilà, tout des gitanes, j'ai eu tout ce qui traînait, je récupérais un peu de tout, j'avais pas de partenaire direct, voilà, c'était et après, il y a eu Peugeot qui m'avait contacté une fois que j'ai fini mon armée, tout ça. Et puis, je suis parti avec Peugeot. En fait, on a commencé à faire des premiers essais, les premiers vélos. On a monté une équipe. Et du coup, c'est parti avec les années Peugeot. Mais avant d'arriver sur le début des années Peugeot, donc tout début 94, 92, j'avais fait ce stage en équipe de France à Vars. Et j'ai eu l'occasion de faire une course avec Sébastien Jobert, qui avait le record de vitesse en surf, et Thierry Osé, qui était aussi directeur d'office de l'office de tourisme, qui était avant à Pralou, donc on se connaissait depuis longtemps parce que on se voyait sur les compètes. Il était directeur d'office à Pralou, après il était sur Vars, donc voilà, on se connaissait depuis longue date. Et je dis Thierry, tu penses que à la fermeture des pistes, je peux monter avec Sébastien et on va faire une course, moi avec mon VTT de cross-country et lui avec son surf, son surf. Et on part du haut du télécabine et on fait le premier derrière l'office. Et il m'a dit, écoute, il me dit, je vais en parler au maire et puis on va voir si. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait difficile à faire ça maintenant, hein, avec toutes les histoires qu'il y a de responsabilité. Bref. Et donc, il en parle au maire, Pierre Eméhoud, qui est partant. Il dit, bah, écoute, Thierry, tu vois avec les pisteurs, le service des pistes, pour informer les pisteurs et tout, qui fassent un peu pousser les derniers skieurs qui traînent là, pour faire le challenge. Et nous voilà partis. Donc moi, j'ai mis mon pédalier de vélo de route, j'ai commencé à enlever la visière. J'avais rien, c'était pas prévu du tout, hein. Donc j'ai mis des t-shirts scotchés sur les genoux. Après le pantalon de ski. Enfin bref, la totale, on va dire, le total amateurisme. Et vers 4h30, on prend la dernière benne, on monte. Et puis en haut, 5h moins le quart. Et puis voilà, on est parti. C'est parti. Lui avec son surf de compète et moi avec mon VTT. Et là, j'ai pédalé quoi, peut-être 40 mètres, mais après le 52-12, ça moulinait. Et puis voilà, position, et on s'est tiré la bourre pendant peut-être 4-5 minutes. Un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi. Et dans le mur final, juste avant d'arriver à l'office, donc ça avait été skié toute la journée, donc il y avait des bosses de partout. J'avais repéré une trage à ras du pylône, là, qui était au milieu de la piste, de la descente. Et donc je me suis un peu relevé en haut parce que je le voyais pas ce pylône et j'ai pris un peu l'air. Il est revenu sur moi, il m'a passé et après quand j'ai vu le pylône, bon ben là j'ai tout lâché, mais tout lâché total quoi. Et je suis parti au cul et hop, j'ai commencé à le redoubler dans les trucs et on a passé en bas la ligne, on était vraiment côte à côte quoi. Personne n'a pu dire c'est lui qui a gagné ou l'autre. Et moi j'avais pris une vitesse, mais jamais de ma vie j'étais allé aussi vite en vélo quoi. Tu as une idée de cette vitesse ou pas? Ouais, mais en fait la piste était tellement défoncée, tu vois, avec des bosses, des trous et tout. Je pense que j'étais dans entre 130 et 140 km/h à peu près sur la piste de ski. Et là après j'ai eu un déclic, surtout à Vars qui est la piste de Caen et tout. Je me suis dit mais attends, ils font ça en ski, je pourrais peut-être essayer de faire ça en vélo. Et donc ça c'était en 92 et en 93 j'ai pas pu le faire parce que j'étais à l'armée. Donc je me suis dit putain, pourquoi qu'il n'y en ait pas un qui a eu l'idée quoi. Tu vois. Et donc l'année d'après, quand je suis rentré chez Peugeot, et j'ai dit à Peugeot, voilà, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait des essais l'année dernière, et il y a quelque chose de sympa à faire, c'est de faire un record de vitesse sur la piste de kilomètres lancés à Vars. Et du coup, bon ben voilà, on a fait la compète la saison, et à la fin de la saison, on a fait un vélo un peu standard par rapport à ce qu'on avait avec notre vélo de descente, et il n'y a pas eu de révolution. Le seul changement qu'il y avait, c'est qu'on a mis des clous sur les pneus et qu'on a mis un plateau de 70 dents.
Voilà, un gros plateau de 70 dents, un 70-12, un ami. Et puis, et je me rappelle plus si j'avais fait une nacelle ou pas pour monter sur la nacelle à l'époque. Il me semble que oui, que j'avais fabriqué une nacelle qui était reliée avec un câble au ratrac qui était au sommet, qui déroulait. Il descendait la nacelle, moi je montais sur la nacelle et il enroulait le câble. Et quand on voulait arrêter, on arrêtait. Donc voilà, donc il n'y avait pas de record qui avait été établi en vélo jusqu'à cette époque-là. Donc j'ai fait un premier record à 147 km/h. Voilà, donc c'était un record officiel qui était officiel. On peut pas dire que c'était officiel. Ouais. C'était pas UCI, c'était pas. Il y a pas de ces trucs-là. Il y a pas de. C'est pas Guinness, officiel. un truc, ouais. Non, peut-être pas cette année-là, mais après il y a eu du Guinness derrière. Okay. Les années qui ont suivi. Mais et puis du coup c'est parti. C'est parti. On a fait ce premier record à 147 et puis. Et puis après, l'année d'après, on a amélioré ça. On a avec Gassou. Donc Gassou est arrivé dans 94. On avait le team Peugeot, team de descente, et on avait donc un mécano qui était Eric Gassin. Qui était, on est de la même ville, même passion, on se connaissait depuis des années en tant que sur le BMX. Et donc Gassou est devenu mécano pour l'équipe. Et il y avait Karim Amour, il y avait le petit Lavorini, je crois qu'il y avait Laetitia Olvec, il y avait moi. Voilà, je crois qu'on était là-dedans. Peut-être que j'en oublie, je ne me rappelle plus trop. Bref. Et du coup, Gassou, on a travaillé sur le vélo, il a commencé à chaper là, à mettre à poncer on collait des plaques, hop, on ponçait, il faisait la fibre et tout, parce que Gassou, il était passionné pour tout ce qui était les skims, la skimboard, là, pour faire les skims à la mer, donc il se les faisait lui-même là, avec la résine, la fibre et tout. Puis il a toujours été passionné par tous ces trucs-là un peu fun, et du coup, c'est lui qui avait peaufiné un peu le cadre pour y faire une design et un déco sympa. Et puis on avait Alain Olivier qui habitait juste à côté de chez nous et qui nous faisait la peinture, la déco, etc. Donc il y avait toute une équipe qui s'était mis un peu en route là. Et puis on a commencé à faire ces records de vitesse. Chaque hiver, on posait le VTT de tout terrain de DH et puis on se mettait à bosser sur les vélos de vitesse. Et puis voilà, c'est monté crescendo petit à petit, 147, 147. Après j'ai fait 178. Après j'ai fait 198, mais c'est avec le sabre que je m'explose, que je détruis. Et après j'ai fait 3 vélos de vitesse, dont celui-là, là, qui est juste à côté de nous, avec lequel j'ai fait 212 km/h. Parle-nous un peu du testing. Comment tu testais la position, le vélo, le casque, etc. Alors au tout début, c'est vrai que rouler à ces vitesses-là, moi j'avais jamais fait un vélo, j'étais jamais allé aussi vite, donc il fallait que je trouve un peu des comment faire pour ressentir un peu les sensations de vitesse. Et donc on a eu la superbe idée de prendre le Renault Espace et de mettre le home trainer avec le VTT sur le home trainer, sur le toit de l'Espace, et tout ça, c'était sanglé. Ça passait dans la voiture par les fenêtres, on remontait, on sanglait le truc. Et moi, je mettais dessus. Et on avait bloqué en haut le croisement au niveau du plateau des Claparettes avec 2 copains. Et Fabrice, il prenait le virage au bout à 60-70 km/h. Et on avait toute la ligne droite qui faisait presque 1 kilomètre. Et là, on pouvait rouler à 150-160 km/h avec la voiture. Et moi, j'étais dessus en haut pour voir un peu qu'est-ce que ça faisait. Mais bon, c'est une connerie, faut pas le faire, quoi. Avec le recul, c'est vraiment vraiment des bêtises. Parce qu'en fait, il y avait l'air du pare-brise qui arrivait, qui reflétait, qui arrivait par en bas, plus l'air qui arrivait droit de face. Et donc, ça faisait une genre de turbulence qui n'était pas du tout, en fait, représentative de ce que je pouvais à l'éprès ressentir sur le vélo, sur la piste de KL. Et puis bon, après, c'est super dangereux, quoi. C'est vraiment des trucs qu'on fait quand on est jeune, mais voilà, je le déconseille à tout le monde. Avec ou sans casque? Tu sais quoi, alors je sais que je le faisais en moto à 210 sans le casque pour voir ce que ça faisait. Mais sur la bagnole, je sais plus si j'avais. Mais de toute façon, si j'avais le casque, c'était un casque de cross-country, hein, c'était pas un casque de KL. Hein. Ouais. Parce que l'objectif, c'était vraiment de ressentir la vitesse. Voilà, c'était pour ressentir les sensations, la vitesse, voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait ressentir de rouler à 180 km/h sur un vélo. Je savais pas qu'est-ce que ça faisait au niveau sensation, quoi. Et donc ça a été les premières années, parce qu'après, on a eu la chance avec Peugeot Automobile de pouvoir faire un peu une collaboration et de pouvoir se servir de la soufflerie de Peugeot Automobile à Saint-Cyr.
Et donc, chaque année, ils nous prêtaient gracieusement, ils sortaient la voiture et ils nous prêtaient la soufflerie pour une journée pour pouvoir faire tous nos tests de soufflerie et voir améliorer la position, créer des ailerons, des trucs ou des déflecteurs d'air, tous ces petits trucs-là qui puissent éventuellement nous aider à avoir un CX, un coefficient de pénétration dans l'air, qui soit le plus performant possible pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc, il y avait un travail qui était à la fois sur le vélo, au niveau aérodynamique, mais il y avait également un travail qui était aussi au niveau de l'individu, au niveau de moi, quoi. De voir un peu tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Et après, ben, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit homogène entre le vélo et moi-même. Parce que le vélo tout seul, il est super performant, mais après, une fois qu'on monte dessus, ben, bon, ben là, voilà, il faut que chaque élément est important pour essayer de gratter les quelques dixièmes qui peuvent faire que ça va plus vite. Tu peux nous parler un peu des trucs que vous avez testés, certaines qui ont marché, certaines qui ont un peu moins marché, notamment le sabre, par exemple. Tu peux nous parler? Alors, au niveau des vélos, c'est vrai qu'on était un peu trop sur le côté aérodynamique. Et donc, on est monté crescendo. Donc, c'était 94, 95, 96. Et donc, 96, on avait fait un vélo qu'on avait appelé le sabre, qui était vraiment au plus épais. C'était la double direction. Il faisait 22 ou 23 cm de largeur. Le plus épais. 23 mm, ouais, 2 cm et demi, 2 cm 3 il faisait. En fait, c'était un roulement de 19 plus 1,5 de chaque côté, on avait mis au niveau de la lutte. Et là, en fait, le pivot de fourche était serti dans la double direction. Et donc la double direction, on l'avait trempé dans de l'azote. On l'avait emmanché sur le pivot de fourche. Et après, ben, en se réchauffant, ben, l'alu se rétractait et il venait vraiment s'écraser contre le pivot de fourche. Donc là, le truc, il était serti, il était indémontable. Et par contre, j'avais fait des roulements. La direction était juste derrière le pivot de fourche, avec des roulements qui étaient en 19 de large, quoi, hein, et un petit axe au milieu, un axe de 10. Et donc, on avait simplement une vis d'en bas, une vis d'en haut qui venait faire l'articulation au niveau de la double direction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un angle au niveau de l'angle de braquage du vélo qui était relativement réduite. Et on avait, je crois, de mémoire, c'était 20% à gauche et 20% à droite. Clac, clac. C'est pour ça qu'on pouvait vraiment aller tout droit. Pour tourner, il fallait faire des cercles. Le cercle le plus petit, il faisait 30 mètres, quoi, le cercle le plus petit. Donc c'était vraiment un vélo pour rouler en ligne droite. C'était pas on pouvait pas commencer à zigzaguer avec. Ouais. Et donc, du coup, on était monté un peu crescendo au niveau de l'aérodynamisme et on a sorti donc ce dernier vélo que moi, je vois tous les tubes, j'ai tout acheté, tout découpé à la scie sauteuse. C'était de la tôle en aluminium de 4 mm. On avait fait la selle avec du 5 mm. Voilà, j'avais fait tous les marbres, on avait soudé. On a passé 6 mois pour faire le vélo. Mavic nous a fait des roues qui étaient vraiment, au lieu que ce soit un anthrax de 100, on a fait un anthrax de 60 à l'avant. Et à l'arrière, au lieu que ce soit du 135, on avait fait un anthrax de 90 à l'arrière. Sachant qu'on n'avait qu'un pignon derrière, on n'avait pas une cassette. C'était qu'un seul pignon. Donc du coup, on avait vraiment réduit au niveau de la largeur, au niveau du vélo. Et le vélo, il avait un CX en soufflerie qui était fabuleux, qui était extraordinaire. Seulement, j'ai fait la bêtise de mettre une roue lenticulaire à l'avant. Une roue lenticulaire à l'avant et une roue lenticulaire à l'arrière. Avec la roue lenticulaire à l'avant, le vélo était pratiquement inroulable. Donc quand on est arrivé là-haut à Vars, que j'ai fait mes premiers essais à 150-160 km/h, le vélo, il était super dur à conduire. Il est super dur. Parce qu'en fait, j'avais un gouvernail devant, dans la roue avant. Et il a bêté. C'était une connerie. Et donc, je savais que j'allais aller au tas. Je savais que j'allais m'en coller une parce que c'était trop difficile à conduire. Et donc, je me suis dit, quitte à tomber, autant tomber du plus haut possible. Et du coup, on est monté super haut. Enfin, super haut. On est monté et je fais un run, je crois, à 198. Je passe dans les cellules avec le vélo. Mais le problème, c'est qu'au freinage, j'ai bataillé comme j'ai pu, mais j'ai pas pu maîtriser le vélo. Et du coup, j'ai raquetté, je suis parti, je m'en suis collé une et le vélo, il était mort. Terminé. 6 mois, 2 runs. Je te dis pas combien il coûtait l'argent qu'on avait mis dans le vélo. Et donc j'ai fait 198 km/h. Et bon, voilà, la compète, c'était. La compète j'avais terminé, quoi. C'était fini. Et donc, du coup, suite à ça, je me suis dit, plus que l'année prochaine, pas l'année prochaine, parce que 97, du coup, on n'a rien fait.
Par contre, pour 98, on a fait 3 vélos. Donc 3 vélos sur la même base. Ou après, on avait fait des petits trucs différents un peu au niveau des déflecteurs, etc. Mais bon, c'était pas fou, quoi. Au niveau des résultats et tout, c'était pas exceptionnel. Donc, j'avais 3 vélos. Ça fait que je me dis, si je me mets une boîte, je pourrais remonter, refaire un coureur, me remettre une boîte et remonter, etc. Mais bon, on avait passé avec une roue 3 bâtons devant, roue lenticulaire à l'arrière. Donc, le vélo était vraiment très stable, agréable à conduire. Après, on ne peut pas dire qu'il était confortable parce que c'était vraiment un bout de bois, quoi. C'était un parpaing, on grattait sur les suspensions, c'était un peu, les suspensions, c'était pas non plus de la folie, parce que bon, ça marchait bien dans le garage quand il faisait 20-25 degrés, mais quand on arrivait sur la piste qui faisait -4 ou -10 là-haut, les suspensions, l'huile, etc., ça devenait tellement épais que, au niveau du fonctionnement, c'était plus la joie, quoi. Mais bref, la piste était tellement bien préparée que Vars avait fait un boulot de malade sur la piste. La veille où on fait le record, où je fais 212, on fait les premiers essais, je roule 190 km/h. Et il y avait 2-3 endroits où la piste n'était pas top. On tapait le casque, le guidon, on tapait le casque, la tête sur le guidon un peu trop souvent. Et donc, voilà, pour moi, j'ai dit, une piste comme ça, on ne pourra pas faire péter le record, quoi, hein. Et donc j'ai vu avec Philippe Billy qui était là, on a regardé un peu où c'est qu'on pouvait arranger et tout. Le soir, ils ont repassé le ratrac. Et le lendemain matin, premier run de test d'essai, je monte à la côte 190, je descends et la piste, elle était nickel. Et là, j'ai dit, Taillot, là, c'est bon. Et donc, du coup, je fais mon premier run avec Eric, hein, il y avait Baron qui était là tout le temps. Donc, je fais mon run avec Eric, donc je fais le meilleur temps, Eric fait le deuxième temps. Et du coup, il y avait une réglementation qui avait été mise en place où celui qui gagnait le premier run choisissait le départ du deuxième run. Et le plus mauvais du deuxième run choisissait le départ du troisième run, mais il ne pouvait pas être plus bas que le départ du deuxième run. Bon, bref, c'était un peu freeride, comme on dit. Et donc, du coup, deuxième run, je monte au sommet. Au sommet, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On ne pouvait pas monter plus haut. Et Eric, il me dit, mais Christian, si on part de là maintenant, on ne pourra pas partir plus haut au troisième run. Alors j'ai dit, mais écoute, de toute façon, la neige va se transformer, etc. Il fait trop chaud et tout, il faut qu'on parte de là, quoi. Il faut qu'on y aille. Et bon, bref, et ça discute, et ça discute, et ça discute. Et finalement, on redescend la nacelle de 50-60 mètres, hein, plus bas. Et moi, je fais mon run, je fais 212. Et Eric, il fait son run, il fait 210. Mais dans le règlement, quand le record du monde est battu, parce qu'Eric avait fait 2,10 l'année d'avant aux Arcs, et donc il y avait le règlement qui disait que quand le record était battu, eh ben, la compétition, tout le monde descendait du même endroit, et la compétition s'arrêtait là, terminée. Et donc du coup, ça s'est arrêté comme ça, on n'a pas pu remonter pour partir du sommet, quoi, en fait. Et c'est dommage parce que c'était une journée où, voilà, je pense que les 2,20, 2,22, 23, on les tapait, quoi. Parce que la piste a été parfaite, a été nickel. Ouais. Bon, depuis, la piste, ça a été retravaillé. Ils ont sécurisé vachement l'arrivée. Ils ont recreusé. Ils ont fait une belle aire, etc. Donc, c'est vrai que les années qui ont suivi ont été quand même beaucoup plus propices à pouvoir continuer à faire les records de vitesse. Mmh. Toi, tu penses qu'on peut aller enfin, théoriquement, ça peut aller jusqu'à où, ça? Non, je pense que les 2,35 à Vars, je pense que c'est jouable. Ouais, je pense que c'est jouable. Après, il ne faut pas partir dans du délire de plomber le vélo, de partir avec un vélo à 60 kg, de se plomber soi-même à bloc. C'est certes que le poids aide un peu, mais bon, encore une fois, il y avait un règlement, mais bon, il n'a pas été respecté réellement, ce règlement. Donc, et encore une fois, on ne dépend pas d'une fédé, on ne dépend de rien du tout. Ça, c'est un petit peu une parenthèse dedans, quoi. Ça peut pas être, voilà, c'est. Bah justement, alors parle-nous un petit peu de ce spécimen qu'on a à côté. Déjà, c'est quelle année celui-là? Celui-là, c'est celui qu'on a fait. J'en ai fait 3 comme ça. Et donc ça, c'est celui de 98. 98, ouais. Ok. Donc à l'époque, il était Peugeot. À l'époque, j'étais Peugeot. Okay. Ouais, on avait fait tout ça sur Peugeot. Donc là, tu l'as rebrandé Taillefer Oui, je l'ai Bicycle. rebrandé Taillefer parce qu'après, quand j'ai arrêté avec Peugeot, j'ai dit, bon, bah, allez, on va peut-être aussi remettre un petit coup. Et puis, bon, en fait, c'est surtout que la déco Peugeot, elle me plaisait pas plus que ça, quoi. Toute jaune, marqué Peugeot dessus. Voilà, c'était un peu rigide, un peu raide par rapport à ce que j'aurais aimé avoir. Donc, du coup, Léon Olivier, il m'a refait un peu la déco, là. Il m'a arrangé un peu tout ça, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des choix techniques que tu avais fait sur ce vélo? Donc, si je comprends bien, c'est la dernière itération.
Ouais, Donc c'est vraiment Ouais. le top de ce que tu as pu faire. Mm. Donne-nous un peu les détails techniques. Alors si on commence par les roues, disques. Alors, au niveau des détails techniques, ce qu'il faut savoir sur la dernière version qui est là, de 98, au niveau de la soufflerie, il est quand même moins performant que le sabre de 96. Parce qu'on était allé vraiment, le sabre, on l'avait poussé vraiment à bloc au niveau de l'épaisseur, la largeur, l'aérodynamisme, mais on était allé trop loin. Le vélo, il était difficilement conduisible à ces vitesses-là, quoi. C'était beaucoup trop. C'était un super vélo, hyper design et tout. Bon, on pouvait rouler, ça pouvait se faire, mais il était pas confortable, quoi. Il était pas confortable. Et donc, je suis revenu un peu en arrière sur cette version-là pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sécurisant, avec des suspensions qui étaient un peu plus performantes, pour essayer donc pour aller plus vite, j'ai un petit peu réduit le CX. Et pour augmenter un petit peu pas la fiabilité, mais le confort du vélo, quoi. La La performance, pilotabilité, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Okay. Et donc du coup, bon, on a toujours gardé l'intégration des câbles. Le but, c'est qu'il y ait le moins de trucs qui puissent être néfastes au CX. Ça va, tout ce qui est câble, gaine qui sort, qui dépasse et tout, c'est jamais très bon. Donc on a tout intégré, tout est intégré. Donc la les durites hydrauliques de frein, elles partent dans le guidon, elles passent dans la douille. Et après, elles descendent en bas dans le tube avec un guide. À l'intérieur, il y a un guide en aluminium et ça ressort juste au niveau du bras oscillant derrière pour pas qu'il ait contact avec l'air. Ça, c'est standard aujourd'hui sur tous les vélos modernes. Oui, c'est vrai que maintenant, en plus, au niveau de la potence, quand on regarde Mondraker, Look, c'est vrai qu'ils ont sorti maintenant, il y a des vélos qui roulent avec exactement ce système d'intégration qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que la douille de direction avec la potence intégrée, après bon, et voilà, après moi il est adapté vraiment pour la vitesse. Le bras oscillant arrière, c'est pareil. Le bras, il est en une seule pièce. On avait un bloc en aluminium de 30 kg et ça a été tout taillé dans la masse en une seule pièce. Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien du tout. On l'a vraiment fait one block là. Et après, le petit aileron derrière pour supporter l'amortisseur que Donner nous avait fait à l'époque avec justement une cartouche hydraulique et le réglage de la détente et de la compression de l'amortisseur. Donc ça, c'était du côté confort qui était un petit peu plus, qui pouvait pardonner un petit peu les irrégularités qu'on pouvait avoir sur la piste. Les disques en carbone? Donc ça, on les a eu très tôt, les disques en carbone. Parce qu'à ces vitesses-là, avec des températures extérieures négatives, qu'on ait des disques en alu ou des disques en acier, ça dure qu'un run. Les plaquettes, la garniture des plaquettes, ça dure 3 secondes à 190 km/h. Quand vous freinez, les plaquettes, 3 secondes ça dure. Donc on était obligé de bloquer les roues arrière. Quand on passait les cellules, on était obligé de bloquer la roue arrière. Et donc ça, si on voulait garder le disque en bon état. Et une année, ça m'a coûté une belle gamelle parce que j'ai cassé l'axe. En bloquant la roue arrière à 190 km/h, schlac, d'un coup après les cellules, l'axe de la roue arrière a pété, la roue s'est mise en travers et je m'en suis mis une, quoi. Donc, et donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal bossé aussi sur la chaîne. On a mis du silicone. Ça c'est le père Doussan de ça qui était responsable de la chaîne et qui nous avait fait une super truc là au niveau de la chaîne pour éviter que l'air passe dans tous les maillons de la chaîne. Donc là, si je précise un petit peu, donc c'est une petite coulée de silicone, en fait une petite bande de silicone taillée en A, on va dire, en V inversé, pour que l'air s'écoule le long de la chaîne. Donc c'est vraiment de l'optimisation complète. Donc ouais, c'est cette petite bande. Et après, on a ce pédalier là. Alors, combien elles font les manivelles là? Les manivelles, elles font 60 mm. Ouais, 60 mm de long, c'est qu'en fait, plus ça allait, plus moins on pédalait, quoi. Donc au début, on pédalait sur 5-6 mètres. Et puis après, de toute façon, ça va tellement vite avec la pente. La pente, c'est 98% pendant 180 mètres au départ. Et on passe de 0 à 200 km/h en 6-7 secondes. Donc, pédaler, c'était devenu... on avait tout ça pour dire que c'était un vélo, que ça ressemblait à un vélo, que c'était un vélo. Mais en fait, à la fin, pédaler, on pédalait plus à la fin. Donc, il y avait quand même une espèce d'éthique à dire, bon, ok, on fait ça avec un vélo. Donc, et un vélo, c'est
un engin qui peut être déplacé grâce au mouvement de manivelle. C'est ça le principe. Exactement. Oui. Sur la réglementation qu'il y avait, il fallait pas que ça dépasse 20 kilos et il fallait qu'on puisse rouler avec. Et voilà, après, il y avait des hauteurs de boîtier respectées, il y avait des histoires de hauteur de selle, le guidon, tous ces trucs-là. Il y avait quand même une réglementation qui était en place pour qu'on reste quand même dans l'univers du cycle, du vélo. Sinon, on aurait vu des bulles sur le devant comme les motos. Il y aurait des trucs à l'arrière, comme on a sur les motos également, un prolongement du bas du dos. Mais voilà, il fallait quand même. Moi, j'ai toujours eu l'éthique de rester dans le vélo, quoi. Dire que c'est un vélo. Alors, pourquoi cette réglementation existait à l'époque? C'est parce qu'il y avait une compétition, il y avait déjà un challenge. Le record s'est fait dans quel cadre? Enfin, les records se faisaient dans quel cadre? Alors en fait, quand on a fait les premiers records de vitesse, après il y a Georges Edwards qui s'est un peu qui est venu un peu pour épauler un petit peu ce type de pratique. Et donc on avait fait la bike speed chaque année, on faisait la bike speed à Vars. Et donc par contre, c'était pas ouvert à 50 pilotes quoi. Hein. Il y avait la bike speed et il y avait voilà 6-7 pilotes qui étaient là. Donc il y avait Giovanna Bonazzi avec Russell, il y avait Philippe Perakis avec Denez, il y avait qui y avait d'autres? Ben, il y avait Eric Baron, il y avait il me semble qu'il y en avait un autre ou deux en plus et moi-même. Ouais, on était 5 ou 6. Et donc, on faisait la bike speed, et donc, voilà, les trainings, les runs, etc. Et donc, il y avait quand même une réglementation qui avait été mise en place pour qu'on reste dans le truc du vélo, qu'on ne voyait pas arriver des engins non identifiés. Il fallait que le poids, comme je disais tout à l'heure, 20 kilos, etc., etc. Donc, il y avait une dizaine de règles qui faisaient qu'il fallait qu'on soit là-dedans pour pouvoir participer à la bike speed et que on reste dans cet univers du cycle. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette réglementation. Et donc on a fait tous nos trucs là-dessus, etc. On a fait nos records là-dessus. Après, il y en a qui ont fait des trucs de leur côté avec des vélos beaucoup plus lourds, avec des bulles à l'avant alors que c'est interdit, avec des trucs à l'arrière. Donc après il y a eu d'autres personnes qui sont venues se greffer. Mais l'idée c'était chaque année de monter un petit peu plus haut. Une fois que le record du monde était battu, tout le monde descendait du même truc, la compétition était finie. Puis l'année d'après, on essayait d'aller un peu plus haut pour essayer de durer un peu le suspense. C'est de monter un petit peu chaque année de plus en plus haut pour arriver au maximum. Donc après, sur la fin, mais ça s'est pas déroulé exactement comme ça. C'est parti au bout de 3-4 ans, ça a un peu parti en biberine, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation que vous aviez avec Eric, justement sur ces records? Combien de temps, je veux dire, ça a duré et pourquoi à un moment donné, toi, t'as arrêté? Alors en fait, moi j'ai fait mon premier record donc en 94 et je crois que Eric est arrivé peut-être même le même hiver ou l'hiver d'après où il a fait 151 aux arcs avec MBK. Donc Eric, bon, je le connaissais pas du tout, hein, j'avais aucune. Donc il y avait eu avant Eric, je crois qu'il y avait eu Christophe Donini aussi qui était un Annecyen et qui était qui faisait ça avec Bernie Schreiber qui était un ancien champion du monde de moto-trial et qui avait un nom à développer qui était Kamikaze. Kamikaze, une marque de vélo, il avait fait tout un truc. Et donc, lui, son kiff, c'était de faire de l'image autour du nom Kamikaze et pour justement donner de la valeur à ce nom-là pour essayer de le revendre ou faire des marques, je sais pas. Et du coup, il avait un gars sur Annecy qui s'appelait Christophe Donini et qui, lui, avait carrément pris une moto, puisque Bernie Schreiber faisait la moto trial. Il est parti avec une moto trial, il a enlevé le moteur, il a mis 2 axes et il a mis je sais pas combien, 90-95 kilos de lestage sur la moto. Et il l'a monté, enfin c'était une grosse galère. Et ils ont fait mieux que 147. Mais ça a été, paraît-il que ça a été une grosse aventure pour eux. C'était la seule fois. Hein. Après, avec des gros pneus clous, des gros trucs, ça a été un engin qui n'était pas du tout issu du vélo. Hein. C'était un engin non identifié. Et après, Eric est arrivé, qui a fait 151. Et puis après, on a organisé la bike speed. Donc, du coup, Eric était là aussi. Et après, bon, voilà, on avait les vélos, les règlements. Donc, on faisait ça. Mais bon, moi, je faisais tous les circuits de Coupe du Monde de cross-country, de VTT, de descente. Donc, moi, je faisais ça l'hiver. Et puis après, j'allais rouler sur terre. Moi, c'était un complément on va dire que c'était un complément d'activité, quoi, les records de vitesse, si on veut, par rapport au VTT descente. Et puis après, lui, bon, Eric, lui, voilà, il faisait que ça, quoi. Hein. C'était son passe son gagne
pense pas que c'est son gagne-pain, mais bon, c'était son, voilà, il avait un challenge, il fallait qu'il aille le plus vite possible, etc. Bon, au début, il n'avait pas trop d'expérience, et il s'est pris des râteaux sur râteaux dans les neiges un peu tendres, les neiges qui n'étaient pas bien préparées, etc. Et puis après, ben, il s'est mis à bosser. Mais bon, Eric, c'est un super personnage. Hein. C'est vraiment une personne qui est très intéressante, qui est engagée, qui est physiquement, qui est balèze, quoi. Hein. Et puis, il est doué dans tout ce qui touche, quoi. Le rallye en voiture, il était super bon. Il a fait le lappening, il a fait le saut de sapin. Il s'est mis un peu dans plein de petits trucs, un peu aventure, etc. Donc, voilà, c'est un personnage, c'est un personnage. Et donc Eric, ben, il s'est mis à faire les records de vitesse. Et donc après, bon, il est sorti un peu de ce truc de règlement là, en faisant des vélos beaucoup plus lourds, en faisant des empattements. Il y avait les empattements aussi qu'il fallait un peu respecter. Donc bon, voilà, il a fait son chemin, il a fait son truc. Après moi, j'ai pas pu continuer parce que en 98, qui a été ma meilleure année en descente VTT, parce que c'est l'année où je gagne la manche de Coupe du Monde au G. Voilà, je fais encore un ou deux top 3 ou 3-5 en Coupe du Monde. Voilà, j'avais fait une super saison. Et je devais signer un contrat avec le team Sintesi Virliki en Italie, avec Corrado Hering. Et donc tout était ficelé, tout était prêt. Donc voilà, je ne me faisais pas trop de soucis là-dessus, c'était bon. Et malheureusement, le grand patron a eu un gros problème de santé. Et du coup, la famille, tout ça, ils ont mis le héros là-dessus. Ils savaient pas comment ça allait se terminer. Du coup, voilà, ça allait pas du tout. Et du coup, ils ont pas fait l'équipe. Ils ont pas fait l'équipe. Et au dernier moment, je me suis trouvé un petit peu le bec dans l'eau là. Hein. Tout le monde avait signé à droite à gauche et j'avais pas de vélo pour rouler. Et bon, il est arrivé que j'ai dit, ben écoute, voilà, hein, on a fait les vélos de vitesse, on a dessiné, on a construit, on a fabriqué. Et je me suis dit, ben je vais faire mes vélos de descente. Et puis c'est parti, les calques, le dessin, le crayon gris. Et on a commencé à dessiner les premiers vélos de descente. Et alors je me suis dit, ben, pour me payer la saison, je vais en faire une vingtaine. Je vais en garder 3 ou 4 pour moi, et puis j'en vendrai une quinzaine. Et puis voilà quoi. Et puis petit à petit, j'ai mis un peu la main à l'engrenage, et malheureusement, ça m'a pris du temps. Et j'avais plus de temps donc je faisais mes vélos de descente. Après, c'est toujours pareil. Quand on rentre dans quelque chose, le souci qu'on a, que j'avais moi, c'était d'améliorer. Et donc, on fait un vélo comme ça. J'avais pas fini de le faire, de rouler avec. J'avais déjà des idées sur le suivant. On ressort les calques, on redessine, on refait les trucs. Et puis après, je suis parti là-dessus. Bon, après, on a fait des trucs sympas avec Maxis. Donc, Fabien Barrel a roulé avec, Cyril Lagneau, Michael Pascal, Carlos Sainz, j'allais dire. Oscar Sainz, ouais. qui a également roulé avec. Voilà, on a gagné la Coupe du Monde des constructeurs avec les vélos Taillefer. La Coupe du Monde des constructeurs devant Specialized, Canyon, etc. Canyon, Cannondale. Et donc voilà, on avait fait de bons trucs. On avait fait des bons trucs. Mais bon, il est arrivé un moment où, voilà, moi j'étais tout seul dans mon Luberon là-bas. J'avais un hangar. Et puis on a commencé à faire des vélos, un peu de freeride, d'enduro pour essayer de développer un peu une gamme. Mais il faut un fond de roulement qui est phénoménal. Dans l'industrie du cycle, bon ben voilà, une fois qu'on a livré, il faut attendre 60-90 jours, voire plus pour se faire payer. Et donc tout ça, ben, ça demande tellement de trucs que ça m'a épuisé, quoi. Donc j'avais plus de temps pour faire des records de vitesse. Mon cerveau, il était pris au développement, à la commercialisation, à tous ces trucs-là, les catalogues, les décos, les créas, les trucs. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai dit, allez hop, je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver. J'ai commencé à boire du café. Moi, j'avais 30 ans quand j'ai commencé à boire du café. Quand il a fallu que je tienne le coup pour travailler les journées complètes, la nuit, les trucs. J'essayais de ne pas dormir des nuits complètes pour essayer de faire le plus. Mais bon, le corps, au bout d'un moment, il tient plus, quoi. Il a besoin de se reposer, de se ressourcer, de se rattaquer, tout ça. Et donc voilà, pour moi, c'était... Donc, j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais plus. Donc j'avais un soudeur à plein temps, j'avais les tours, les fraiseuses, j'avais tous les stocks de tubes parce que je fabriquais tout. Je faisais les marbres comme je faisais à l'époque quand j'étais chez Scrambler. Pareil, sauf que je le faisais maintenant pour moi, pour Taillefer Bicycle.